Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, nous verrons qu'il y a 1000 façons d'être rescapé. Mais la manière dont Monica Bertoni l'a été est peut-être unique. Personne n'aurait osé imaginer une pareille histoire, à première vue, elle a des allures de comédie à l'italienne ou de conte de fées. Et pourtant, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah tu le vois bien, c'est une robe. Monica Bertoni fait face à sa mère Giulietta. Il est visible qu'une scène va éclater entre elles et il est tout aussi visible que ce ne sera pas la première. Nous sommes le 6 mars 1966 à Santa Anna, un petit village sicilien non loin de Syracuse. Outre Monica et sa mère, il y a dans la grande pièce de la maison Giorgio Bertoni, le père, qui exerce le métier d'employé municipal, et il y a Gina et Vera, respectivement 22 et 20 ans, les aînés de Monica. Giorgio Bertoni se lève en grognant. « Ah non, ça va pas recommencer !» Monica se précipite vers lui. « Papa, écoute-moi !»« Je n'écoute rien, je m'en vais. Débrouille-toi avec ta mère. » Et Monsieur Bertoni s'en va, d'une démarche lasse. Il espérait profiter de ce dimanche pour s'occuper de son jardinet. Mais rien à faire. Pas question de rester une minute de plus dans cette volière. Comme souvent, il va aller à la petite crique, sortir sa barque et dormir en mer. Avoir 3 filles, c'est tout le problème, le calvaire de Giorgio Bertoni. Et des filles à marier par-dessus le marché. Tant qu'elles étaient petites, elles n'étaient pas plus remuantes que des garçons. Mais l'approche du mariage leur met les nerfs à fleur de peau. Elles se jalousent. Elles se chamaillent pour des riens. Oui, décidément, vivement qu'elles soient casées. Giorgio Bertoni ayant laissé le champ libre, la dispute entre Monica et sa mère peut prendre toute son ampleur. Monica fixe son adversaire d'un regard noir. Qu'elle a très beau d'ailleurs, comme tout le reste de sa personne. Elle vient d'avoir 17 ans. C'est une charmante brune au corps délicat et au sourire charmeur, enfin, quand elle sourit. À quelque distance des antagonistes, Gina et Vera observent cet affrontement en spectatrices intéressées. Elles ont une incontestable ressemblance avec leur cadette. Elles sont tout aussi jolies, avec quelques années de plus. Cette robe, c'est celle de Vera. Je veux pas la porter. Je l'ai mise à tes mesures. De quoi tu te plains? Je me plains que tout le village l'a déjà vue sur Vera. Comme mon corsage, comme mes chaussures. Depuis que je suis née, j'ai jamais un vêtement neuf. Est-ce que tu peux comprendre ça, maman? Tu es la dernière de nos filles. Ce n'est pas de ma faute si le bon Dieu en a décidé ainsi. Crois-tu que nous ayons assez d'argent pour acheter de nouvelles affaires à chacune de vous? C'est comme ça depuis que tu es petite et tu te plaignais pas avant. Monica Bertoni redresse son visage aux cheveux sombres et aux yeux ardents. Justement, je suis plus une petite fille, maman, je suis une jeune fille. Crois-tu qu'on puisse plaire dans la robe de sa sœur? L'autre jour, les garçons du village ont ri sur mon passage. J'en étais morte de honte. Tu n'as pas à plaire aux garçons. Et pourquoi? Parce que tu ne peux pas te marier. C'est Gina, la première. Ensuite, ce sera le tour de Vera. Et après, toi. Et si un garçon tombe amoureux de moi? Cela suffit. Moi aussi, j'ai dû attendre pour me marier. Que mes sœurs aînées le soient. Monica Bertoni pousse un cri. Elle jette à terre la fameuse robe, objet du litige. Et elle quitte la maison en larmes, sous l'œil goguenard de Gina et Vera. Elle traverse le petit village de Santa Anna. Elle entre dans l'église, qui est vide à cette heure-ci, et elle va s'agenouiller devant l'autel de la Sainte Vierge. Elle est secouée de sanglots. « Sainte Vierge, c'est moi qui vais plus souvent à l'église. Gina et Vera ne pensent qu'à aller au bal et à courir les garçons. Sainte Vierge, faites que je me marie avant mes sœurs. Faites que je me marie avant mes sœurs, je vous en prie, Sainte Vierge, exaucez-moi. » Nous sommes le dimanche 6 mars 1966. Il est 3 heures de l'après-midi. Et en cet instant précis, la prière de Monica Bertoni va être exaucée. Mais exaucée d'une manière absolument extraordinaire. C'est bien simple, aujourd'hui encore, des dizaines et des dizaines d'années après, on en parle encore à Santa Anna et dans la région de Syracuse. 3 heures de l'après-midi, ce 6 mars 1966. Tandis que Monica Bertoni est en train d'implorer la Sainte Vierge, son père Giorgio, enfin débarrassé de ses ennuis domestiques, se prélasse dans sa barque. Allongé, le chapeau de paille sur la tête, les doigts de pied en éventail, il se laisse balloter par le ressac et il est sur le point de sombrer dans un sommeil réparateur lorsqu'il entend un bruit sourd contre la coque. Il se redresse en bougonnant. Qu'est-ce que ça peut être? Il se penche. Une bouteille, décidément. Si cela continue, la Méditerranée va devenir une poubelle. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire?
Giorgio Bertoni a agrippé l'objet flottant et le considère avec saisissement. La bouteille est vide et soigneusement fermée par un bouchon. Enfin, elle est vide de liquide car à l'intérieur, il y a un papier roulé. Des naufragés ? Fébrilement, Giorgio extrait le message, le déroule et parcourt le texte. Il n'est pas très fort en lecture, mais assez pour s'apercevoir que les naufragés ne sont pas italiens. Le texte est rédigé dans une langue qu'il ne comprend pas. En tirant sur les rames, Giorgio Bertoni revient au village. Il faut faire vite, c'est peut-être urgent. Il va montrer le message au curé. Lui, il est cultivé, il comprendra sûrement. Le padre Bonato accueille avec quelques surprises ce paroissien qui ne voit guère dans son église et qui appartient même, avec la municipalité de Santa Anna, au bord tout à fait opposé. « Qu'est-ce qui me vaut le plaisir, Giorgio ? Je ne t'ai pas vu ici depuis la communion de Monica. » Cela doit remonter à... Giorgio lui tend le document. « Je vous en prie, monsieur le curé, quand il y a des malheureux à secourir, il faut oublier le reste. » En quelques mots, Giorgio Bertoni met le padre Bonato au courant de sa découverte. Le curé prend le bout de papier qu'il lui tend, chausse ses lunettes et se met à lire en silence. Anxieux, Giorgio observe. Il le voit plisser le front, esquisser un sourire, et enfin, à sa stupéfaction, éclater de rire. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé ? Ce sont pas des naufragés ? » ?»« Non, ce ne sont pas des naufragés. C'est une blague alors ? » ?»« Ce n'est pas impossible, mais j'aurais tendance à dire que non. Le texte est écrit en anglais et je vais te le traduire. Moi, Olaf Gustafsson, je cherche une jeune fille entre 16 et 20 ans pour l'épouser. Quand vous trouverez ce papier, envoyez-moi s'il vous plaît votre photo et votre adresse. Je vous promets de vous envoyer une réponse, ma photo et un souvenir de Suède. C'est signé Olaf Gustafsson. Il y a une adresse à Göteborg. » Giorgio Bertoni reste les bras ballants, sidéré par l'événement. « Et qu'est-ce qu'il faut faire ?» Le padre Bonato sourit. « N'as-tu pas des filles à marier, Giorgio ? Vous me conseillez de répondre comme ça à cet inconnu ? Je t'y engage vivement, Giorgio. La providence s'est manifestée. Tu n'as pas le droit d'hésiter. Si c'est vous qui le dites, monsieur le curé. » De retour à la maison, Giorgio Bertoni impose le silence aux cris féminins assourdissants qui s'élèvent autour de lui. Après avoir annoncé l'incroyable nouvelle, il a assisté à une véritable scène d'hystérie. Même Giulietta, sa femme, crie aussi fort que ses filles. Giorgio parvient enfin à se faire entendre. « Gina, tu iras demain à Syracuse. Tu iras d'abord chez le coiffeur et ensuite chez le photographe. Après, tu écriras un mot de réponse et tu le feras voir au curé pour qu'il n'y ait pas de faute. » Il y a un cri de joie de Gina, aussitôt couvert par une exclamation de colère de Monica. « Ah non, elle n'a pas le droit !»« Comment cela, pas le droit ?» Le Suédois a écrit « Une jeune fille entre 16 et 20 ans. Gina a 22 ans. Elle ne peut pas répondre. C'est Vera et moi qui devons écrire. » Hurlement de Gina. « C'est moi l'aînée. C'est moi qui dois me marier la première. » Il s'ensuit une empoignade générale, opposant d'une part Gina à sa mère, qui a pris son parti, et de l'autre les deux cadettes. Giorgio Bertoni s'extrait non sans mal de cette dangereuse mêlée. Finalement, il parvient à rétablir un semblant de calme. « J'ai décidé. Vous enverrez toutes les trois une lettre avec une photo, et c'est le Suédois qui choisira. » 26 mars 1966. Il y a près de 3 semaines que Gina, Vera et Monica Bertoni ont écrit à Olaf Gustafsson. 3 semaines pendant lesquelles elles ont à peine vécu, imaginant en rêve leur correspondance sous les traits d'un jeune dieu nordique. Chaque matin, à l'heure du courrier, c'était la ruée et les soupirs dépités, accompagnés de regards venimeux adressés l'une à l'autre. Mais ce matin du 26 mars, le miracle s'est produit. Une lettre revêtue de timbres étranges à l'effigie d'un souverain inconnu est là. Les 3 filles l'auraient mise en morceaux dans leur fébrilité, si Madame Bertoni n'était intervenue. Elles n'y toucheront pas. C'est à leur père de l'ouvrir, en tant que chef de famille, quand il rentrera pour déjeuner. Midi est arrivé. La tension est à son comble lorsque Giorgio décachette la lettre avec son canif. Le curé est là, à la fois pour donner toute sa solennité à l'événement et traduire en cas de besoin. La première chose que Giorgio découvre, c'est la photo d'Olaf Gustafsson. Une triple exclamation de ravissement retentit dans son dos. Olaf est exactement tel qu'elle l'avait imaginé. Blond aux yeux bleus, avec des allures de guerrier viking et un sourire conquérant. Quant au texte, il ne sera pas nécessaire de recourir au service du curé. Il est écrit en italien et adressé fort protocolairement aux parents. Après quelques formules de politesse, Olaf Gustafsson raconte dans quelles conditions il a lancé sa bouteille.
C'était un soir où je me sentais plus seule que d'habitude. Je m'étais engagée comme mousse un jour de cafard. Nous étions au large de Gibraltar. Je voyais les lumières de la côte. Je me suis dit que là-bas, peut-être, une jeune fille serait heureuse de me rencontrer. J'ai rédigé ce message, je l'ai mis dans une bouteille et je l'ai lancé à la mer. Le jeune homme poursuit. Maintenant, je ne regrette pas. Mon message a traversé la moitié de la Méditerranée. C'est donc là que ma future femme m'attendait. Et il termine par cette petite phrase. Pourrais-je correspondre avec Monica ? Les cris de joie de Monica doivent s'entendre à l'autre bout de Santa Ana. Ils sont pourtant aussitôt couverts par les sanglots déchirants de Gina et de Vera. Et le curé n'est pas de trop pour rétablir le calme. Le 18 septembre 1967, il y a près d'un an et demi que Giorgio Bertoni a trouvé la bouteille contenant le message et que son expéditeur, Olaf Gustafsson, a répondu aux 3 sœurs en donnant la préférence à Monica. Depuis, les choses sont allées bon train. Les 2 jeunes gens ont correspondu régulièrement. En août 1966, Olaf Gustafsson est venu passer ses vacances à Santa Ana et, en août de l'année suivante, ce fut le tour de Monica d'aller à Göteborg. C'est là qu'ils ont pris la décision de se marier. Décision tout de suite acceptée par les 2 familles. Et ce 18 septembre 1967, la cérémonie a lieu dans la petite église de Santa Ana. Le Padre Bonato ne peut s'empêcher de manifester une émotion inhabituelle lorsqu'il prononce le sermon traditionnel. « Je vous bénis, mes enfants. Je suis sûr que vous allez être heureux dans l'existence, car votre union, plus que tout autre, a été voulue par Dieu. C'est la Providence elle-même qui, empruntant des voies qui nous dépassent, vous a fait vous rencontrer. Soyez heureux, Monica et Olaf. » Dans l'église, il y a un silence attendri. Monsieur et Madame Bertoni sourient. De même que Gina et Vera. Il y a longtemps qu'elles n'en veulent plus à leur sœur. D'ailleurs, elles sont toutes 2 fiancées. Le 15 juillet 1968, cela fait 4 mois qu'Olaf et Monica Gustafsson sont mariés. Ils se sont installés à Göteborg où Olaf est chauffeur de taxi. À l'autre bout de l'Europe, Monica découvre 1000 choses inconnues. La neige, le niveau de vie et le confort d'un pays riche. La liberté des femmes aussi. Là-bas, elle peut se promener seule dans la rue sans provoquer un scandale. La seule difficulté est le climat. Mais elle a bon espoir de s'y habituer un jour. Monica est seule dans la coquette maison qu'elle habite à la périphérie de Göteborg. On sonne à la porte. C'est un homme d'une 30aine d'années. Elle a la surprise de l'entendre s'exprimer en italien. « Madame Gustafsson, est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle ?» Monica a un mouvement de recul. « Quelle nouvelle ?» L'homme semble terriblement gêné. « Je suis le représentant du consulat italien. Je dois vous annoncer qu'il vient de se produire un tremblement de terre en Sicile. »« Mon Dieu, mes parents, mes sœurs !» L'homme ne répond pas. « Vous ne voulez pas dire qu'ils sont... »« Si, madame, ils sont morts, tous. Votre maison est la seule à Santa Ana qui a été entièrement détruite. C'est une terrible fatalité. » Monica Gustafsson se laisse tomber sur une chaise. Elle se revoit agenouillée devant l'autel de la Madone, répétant « Sainte Vierge, exaucez-moi !» La Sainte Vierge l'a exaucée bien au-delà de ce qu'elle lui avait demandé. En plus de lui avoir donné un mari, elle lui a sauvé la vie. Le curé de Santa Ana avait raison. La Providence emprunte parfois des voies qui nous dépassent. Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Effectivement, la Providence a emprunté ce jour-là une voie bien étrange. En quelque sorte, en trouvant un mari avant ses sœurs, Monica aura sauvé sa vie. À moins que tout ceci n'était déjà écrit. À bientôt les petits angoissés.